Merci de votre présence à ce webinaire. Il est 11 heures, on peut démarrer. Donc, ce webinaire sur les échanges numériques est organisé par WeNetwork, mais a été propulsé par le CSF. Il est enregistré et il sera diffusé sur YouTube. Vous allez recevoir d'ici demain un lien pour le visionner. Je vous invite à couper vos micros et vos flux vidéo. Toutes les questions, si vous en avez pendant le webinaire, je vous invite à les poser dans le chat, soit à WeNetwork, soit à tout le monde, pour qu'elles puissent être prises en compte. Et puis, on pourra y répondre à la fin. Bonjour. Bonjour. Alors, j'invite donc tous les participants à couper les flux caméra et son, à l'exception de ceux qui font partie de la table ronde. Alors, moi, je suis Jean-François Guino. Je suis programme manager Industrie 4.0 chez WeNetwork. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc chez WeNetwork, on croit que la transformation digitale est l'avenir de l'industrie. Donc, on est centre technique et notre mission, c'est d'accélérer et de sécuriser les projets de transformation digitale de nos clients, qu'ils soient des projets pour des produits, donc on parle souvent d'objets connectés, ou alors aussi des projets d'amélioration de process. Et donc, pour cela, on propose des services de conseil, des formations professionnelles, et puis aussi une possibilité d'expérimenter sur nos moyens de prototypage des phases de POC jusqu'au premier de série. Et parallèlement à ça, comme aucune transformation digitale n'est possible sans électronique, on pilote avec des collègues des projets de coopération entre MS sur les thématiques clés de procédés d'assemblage et sur la modernisation des outils de production vers le 4.0. Et on est aussi très impliqué dans les travaux du CSF que Pascal vous présentera tout à l'heure. Vous êtes là aujourd'hui parce qu'on a une grosse crise de composants et une pandémie du Covid ont bouleversé la supply chain. Donc, le comité stratégique de filière vous propose ce retour d'expérience sur la digitalisation des échanges. Ce webinaire est le premier d'une série autour des échanges numériques et on descendra petit à petit dans la technique. Aujourd'hui, on va parler des enjeux. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat. Je vous invite en fait à laisser couper vos caméras et flux vidéo et poser toutes vos questions dans le chat. On pourra y répondre à la fin de ce webinaire. Avant de présenter les invités et de laisser la parole à Pascal, je tenais à remercier les syndicats professionnels qui ont relayé cet événement, donc l'Axiel, le SNES et le SPDI. Donc Pascal, tu es membre du bureau CSF. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le comité et en particulier sur le groupe de travail supply chain que tu copilotes? Alors absolument. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Ça fonctionne, Jean-François? Oui, c'est bon. Ok, super. Bonjour à tous et encore une fois, merci Jean-François, merci à l'équipe WeNetwork pour votre support à l'organisation de ce webinaire et pour votre engagement dans cette initiative. Je voudrais remercier également les personnes qui ont travaillé avec nous depuis plusieurs mois dans ce comité stratégique de filière au développement de cette initiative. Laurent Stotz, qui est quelque part dans le meeting et qui n'interviendra pas aujourd'hui, mais qui interviendra dans les prochains webinaires à caractère plus technique. Et puis Vincent Bédouin, qui partage avec moi la responsabilité du groupe Supply Chain à l'intérieur du comité stratégique de filière. Voilà, donc moi je suis Pascal Fernandez, je travaille pour Adnet et j'ai également la responsabilité du SPDI dont je suis président, le SPDI qui est le syndicat professionnel de la distribution électronique. Et voilà maintenant un peu plus de 3 ans que nous avons travaillé à la mise en place de ce comité stratégique de filière avec nos collègues des syndicats professionnels de la filière, Axiel qui regroupe les fabricants de composants, le SNES qui regroupe les sous-traitants. NBE de France nous a rejoints pour le développement de logiciels embarqués et sous la bienveillance et avec le support attentif de la FIEC, notre fédération, qui nous a accompagnés tout le long. Donc, ces comités stratégiques des filières étaient à l'initiative du Premier ministre, ont été mis en place sous l'impulsion du Centre national de l'industrie, du CNI, avec le support également de la Direction générale de l'entreprise à Bercy. Et donc, nous a amené, il y a maintenant 2 ans et quelques, à signer un premier contrat de filière avec Bruno Le Maire chez ST à Grenoble, avec un
certain nombre de priorités. Alors, comment on en est arrivé là? Je dirais que on n'a jamais autant parlé d'électronique et de composants électroniques depuis quelques mois, mais ça fait quand même très très longtemps qu'on en parle et qu'on essaye de structurer un petit peu notre écosystème avec l'idée que un de mes, un de mes, un de mes amis et mentor et source d'inspiration dans la profession, Jean-Pierre Vély, me disait toutes ces années que l'électronique, c'était un petit peu comme le sel dans l'industrie. Il était partout, mais on le voyait pas. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et avec la révolution numérique, on s'aperçoit et toutes les industries et toutes les filières industrielles ont pris conscience de l'aspect transversal de l'électronique et que la croissance dans les prochaines décennies appartiendra aux entreprises et aux industries qui apprendront à bénéficier de ces innovations technologiques. Alors, nous avons de vrais fleurons en matière d'électronique en France, que ce soit dans la recherche, dans le développement ou même dans le domaine industriel, dans des domaines comme le logiciel ou l'intelligence artificielle. Mais toutes ces applications ne peuvent exister, ne peuvent se développer sans une filière industrielle forte et compétitive. Alors, c'est un enjeu de compétitivité, bien sûr, mais la prise de conscience est assez forte maintenant depuis 12 mois, c'est un vrai enjeu de souveraineté. On s'est aperçu qu'on était hyper dépendant de géographie et de partenaires qui échappaient à tout contrôle, en tout cas vu de notre fenêtre. Et donc, une industrie électronique forte est devenue une condition absolument nécessaire pour une industrie française forte et pérenne. Donc, dans ce domaine-là, je dirais que notre comité stratégique de filière d'il y a 3 ans est devenu absolument central dans beaucoup de discussions. On n'a jamais été autant sollicité par à la fois le gouvernement, mais également par toutes les filières aval et toutes les filières industrielles. Donc, les 6 priorités que nous avions établies au départ étaient dans le renforcement de la maîtrise des technologies, dans l'accélération des transformations de la filière. Donc, on parle d'industrie 4.0. On ne peut pas parler d'industrie 4.0 sans parler de supply chain. C'est un petit peu le but du webinaire aujourd'hui. La simplification et l'accélération de la diffusion d'électronique. Un point extrêmement important, c'est la maintenance et le développement des savoir-faire, attirer les jeunes et former à l'évolution des métiers et des compétences. C'est un point absolument capital dans ce CSF. Agir à l'échelle européenne, se projeter à l'international et puis promouvoir la coopération avec les filières applicatives. Alors, à ces 6 priorités se sont rajoutées un certain nombre de priorités supplémentaires lorsque nous avons signé avec Agnès Pannier-Runacher au mois de mars l'avenant au contrat de filière, avec une dimension environnementale extrêmement importante. Et aujourd'hui, l'électronique est un petit peu aux 4 coins des enjeux environnementaux industriels. La souveraineté et la résilience, j'en ai dit 2 mots et on en reparlera sans doute. La coopération entre écosystèmes à l'intérieur de l'écosystème et des écosystèmes français. Et aujourd'hui, on peut dire que la crise sanitaire a largement renforcé le rôle stratégique de l'électronique et la prise de conscience est absolument évidente. Voilà. Donc, dans ce domaine-là, le groupe de travail supply chain s'est rapidement penché sur la partie échange numérique, on en dira 2 mots plus tard, avec deux items dans notre plan d'action. Le premier, c'est de bâtir un programme de webinaire d'acculturation pour diffuser et pour partager un petit peu les expériences et pour créer un petit peu une relation à l'intérieur des entreprises de l'écosystème dans ce domaine-là. Et puis ensuite, la mise en place d'un groupe plus technique, une task force sur la standardisation des échanges pour définir, pour spécifier, pour faire des recommandations aux membres de la filière et pour essayer de travailler un petit peu entre les différents membres de la filière sur ces problématiques. Donc, on est très excités aujourd'hui par ce premier webinaire. On est très content d'avoir autant de répondants et autant de participants. On espère également créer des vocations et attirer des gens qui veulent collaborer à nos efforts. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à participer à nos échanges, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi, vers Jean-François, vers les membres de cette task force. On a besoin de tout le monde pour enrichir le débat et pour avancer le plus vite possible dans la matière. Donc, on a un programme de webinaire qui commence à se dérouler à partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler plus de l'enjeu stratégique. On va essayer de vous donner envie de participer au suivant. Et puis ensuite, les suivants, on va aller plus dans des aspects plus techniques et plus précis dans la numérisation des processus.
et sur les obstacles et sur les solutions, avec l'ambition d'aller vers un certain nombre de projets pilotes et partager un petit peu les retours d'expérience. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ce CSF. Il y a beaucoup à dire. On pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc, je rends la parole à Jean-François. J'espère que je n'ai pas été trop long. À tout de suite. Merci Pascal. Donc, pour aborder le sujet des enjeux de la digitalisation au sein de la supply chain, on a aujourd'hui 4 personnes autour de la table. Donc, Pascal Fernandez vient de se présenter. Je vais laisser maintenant Catherine vous présenter. Oui, bonjour, Catherine Flouriot, je suis directrice achat de Stella Group. Là, on a aussi Stéphane Lermine. Oui, bonjour, donc je suis Stéphane Lermine, je travaille chez Schneider, je suis directeur achat et je m'occupe plus particulièrement des risques fournisseurs et de la résilience de la supply chain sur l'Europe. Merci. Et puis Damien Rossignon. Bonjour, Damien Rossignon, je suis le CEO de Proto-Électronique et d'Altrix. Merci. Alors, on va commencer une première question, Pascal, pour mettre un petit peu le cadre à tout ça. Donc, on sait tous que la supply est très impactée par la Covid et par aussi la crise mondiale d'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Donc, je vais essayer de pas redire ce qui se raconte dans la presse tous les jours. On peut pas parler de la supply chain électronique sans parler un petit peu de ce qui fait ses caractéristiques. Et on vit dans un écosystème qui a vraiment des caractéristiques très uniques, très différentes par rapport aux autres industries. Depuis une trentaine d'années, je dirais que tous les 2 ou 3 ans, nous avons une crise qui est soit une crise de surproduction, soit une crise de pénurie, qui a un petit peu jalonné le parcours des entreprises qui sont dans cette industrie depuis autant d'années. Cette crise, cette fragilité de cette supply chain est liée à sa structure. Donc, il y a une vraie conception originale dans la supply chain électronique qui va d'un côté supply, donc la partie, si on s'intéresse aux semi-conducteurs, la partie semi-conducteur qui est extrêmement rigide, donc un supply très rigide avec des lead time et des délais qui sont de 16 à 20 semaines, et on parle de process de fabrication, qui sont très souvent aux 4 coins du monde et de plus en plus en Asie du Sud-Est. Et puis d'un autre côté, un côté demande, des filières applicatives qui sont extrêmement volatiles avec des changements extrêmement brutaux sur les demandes parce que les technologies évoluent très vite. Et c'est une autre caractéristique de notre industrie, c'est que tous les ans, on s'attache à rendre obsolètes les produits qu'on a introduits 2 ans auparavant. Et donc, il y a un renouvellement technologique qui est absolument incroyable et qui laisse souvent pantois les autres industries quand ils s'intéressent un petit peu à notre problème. Et donc, on a d'un côté un supply side très rigide avec des lead times extrêmement longs, avec des coûts d'investissement pour optimiser les outils de production qui sont extravagants. L'unité de calcul, c'est 10 milliards de dollars, fabriquer une usine de semi-conducteurs. Et de l'autre côté, des filières applicatives et des demandes qui sont de plus en plus consumer, c'est-à-dire que l'électronique est de plus en plus dans le monde consumer, avec des changements extrêmement brutaux. Entre les deux, vous avez tout un écosystème de gens qui achètent, qui stockent, qui assemblent des cartes, qui testent des cartes, qui écrivent des logiciels, qui designent des cartes. Donc, vous avez un certain nombre de partenaires et de stages et d'éléments entre les deux. Et ça, c'est la recette un petit peu, décrite dans toutes les littératures supply chain pour ce fameux bullwhip effect, ce fameux effet lasso, qui fait que la moindre fluctuation de la demande d'un côté ou du supply de l'autre entraîne sinon des catastrophes, en tout cas des répercussions extrêmement importantes de l'autre côté. Donc, on a appris à vivre avec ça depuis une trentaine d'années. Et chaque fois qu'il y a des sauts technologiques, chaque fois qu'il se passe des choses, que ce soit le passage avant 2000 ou d'autres événements dans la supply chain électronique, on a appris à vivre avec ça. Ce qui s'est passé depuis 12 mois, c'est que l'industrie non seulement était au bord d'une crise de lead time, parce que les lead time étaient extrêmement longs et on avait des problèmes d'approvisionnement, mais l'effet Covid, ça a été que les industries se sont arrêtées. C'est-à-dire que
on a arrêté de s'engager. Les filières aval ont arrêté de donner des forecasts parce qu'elles n'en avaient pas. Les gens qui fabriquaient des composants sont devenus extrêmement prudents parce qu'ils ne savaient pas ce que les filières aval voulaient. Et donc, pendant plusieurs quarters, on s'est arrêté, je dirais, de planifier et on s'est arrêté de se projeter dans le futur. Donc ça a eu pour effet de complètement désorganiser la supply chain. Et quand les demandes sont reparties parce qu'elles existaient, mais on n'en était pas sûr, quand les demandes se sont concrétisées, on est allé vers des lead times qui se sont envolés. On rajoute là-dessus le fait qu'on est très dépendant des filières télécom, computer, qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Et donc, nos filières industrielles automobiles en Europe sont pas forcément vues comme prioritaires vu de Taïwan ou vu de la Chine. Ça nous donne cet environnement qui est extrêmement difficile, avec une perspective de sortie de crise qui n'est pas avant la fin de l'année en tout cas. Merci. Donc, ça fait énormément de petites crises depuis 30 ans, une grosse crise très récente. Comment on peut s'en sortir? Quelle est votre vision, Stéphane, pour avoir une supply chain résiliente face à tout ça? Ouais. Alors, en effet, donc Pascal a commenté cette crise liée au Covid, mais en fait, c'est pas la première crise. Il y en a. On peut parler aussi de la tempête du froid du Texas. On peut aussi rappeler les tremblements de terre au Japon. On peut rappeler les inondations en Inde. Donc, en fait, il y en a beaucoup et il y aura toujours une prochaine crise. Donc, et je dirais dans le monde dans lequel on est, ça ne fait que s'accélérer. Donc, tout l'enjeu, c'est bien d'anticiper, de se préparer pour protéger notre business et continuer à livrer nos clients. Donc, on a cette fameuse phrase en tête, le quoi qu'il en coûte. Je dirais là, c'est le quoi qu'il arrive. Donc, c'est facile à dire, mais c'est d'allouer des ressources et des équipes pour avec tout l'écosystème, comme tu l'évoques Pascal, avec nos clients, nos distributeurs, nos fournisseurs de premier rang et au-delà, de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour anticiper la préparation de plans. Alors, si je les évoque comme ça, c'est du retour de sourcing en Europe, c'est la capacité à certains composants, certains produits, à savoir les fabriquer à 2 endroits dans le monde, c'est du double source, c'est l'accélération des échanges digitaux, des données pour sur ce end-to-end, savoir ce qui se passe et prendre une décision, une meilleure décision pour allouer les ressources par rapport à la demande. Donc ça, c'est pour être capable de mieux le faire. Voir du redesign, donc c'est vraiment cette capacité à anticiper, définir des stratégies, des plans, les exécuter, et le jour où, parce qu'il arrivera quelque chose en 2022, d'activer ce qu'on a préparé, et de façon à être celui sur le marché qui sera capable de continuer à alimenter les clients et de capter les opportunités de croissance, les opportunités de business qui en ce moment, avec tous ces plans de relance, c'est fait par les gouvernements, il y a des opportunités à saisir. Donc la résilience, c'est le quoi qu'il arrive pour supporter nos clients et développer l'activité. Voilà ce que je peux dire. Merci. Donc, on a beaucoup de leviers pour être résilient. Chez Cella, Catherine, vous avez numérisé des échanges concrètement. Qu'est-ce que vous avez fait et quels sont les gains que vous avez obtenus? Alors effectivement, depuis mon arrivée, depuis 2019, on a déployé des outils de digitalisation côté achat, notamment sur la mise en place de l'EDI et le déploiement avec nos principaux fournisseurs, notamment les distributeurs. Et puis, on a mis en place un outil de cotation. De manière concrète, sur la partie EDI, on a travaillé sur les flux de commandes, d'accusés de réception, avis d'expédition, factures, etc., qui représentent aujourd'hui 50% de notre flux avec les principaux distributeurs de composants électroniques. Et puis, on a mis en place un outil de cotation pour la partie devis, parce qu'auparavant, on travaillait qu'avec des fichiers Excel, ce qui est un peu... je dirais, le quotidien de tous les EMS. Et en termes de gains
sur ces deux aspects, que ce soit la mise en place de l'EDI ou le déploiement de l'outil de cotation, c'est qu'effectivement, on a plus de rapidité dans le flux d'informations entre nous et nos fournisseurs. On est beaucoup plus efficient et efficace. Les lancements de consultations sont plus rapides. On arrive à consolider les réponses de manière plus concrète. Et moi, j'avais fait des calculs en intégrant les coûts internes, c'est-à-dire les coûts de développement aussi, de participation de notre direction des systèmes d'info. Et on arrive sur les deux projets à gagner entre 20 et 30% de productivité, que ce soit par la partie idéale ou que ce soit par la partie outil de cotation. Mais il y a aussi des gains qui sont indirects. C'est que là, je vous parle quand je parle de productivité, c'est effectivement en termes de nombre de personnes. Mais du coup, le fait de supprimer les opérations à non-valeur ajoutée, les acheteurs peuvent se focaliser justement sur les composants qui sont stratégiques et essentiels pour le flux de prod. Ils peuvent aussi, du coup, passer plus de temps sur la partie négociation. Et puis, en termes de fiabilité de l'information, ça nous demande plus de rigueur et du coup de travailler sur nos données en amont. Alors qu'avant, je dirais qu'on se débrouillait avec la donnée et on pouvait récupérer en aval des problématiques qui n'ont plus lieu depuis qu'on a mis en place notamment l'EDI. Et puis, je trouve aussi qu'en termes de management, le fait d'apporter des nouveaux outils, ça stimule les équipes. Il peut y avoir au départ quelques freins. On a participé ce matin à une réunion justement sur l'amélioration pour l'outil de cotation et je m'aperçois que l'équipe aujourd'hui, elle est totalement partie prenante et c'est elle qui suggère des améliorations alors que tout départ, c'était plutôt le management qui imposait un peu en disant qu'il fallait travailler sur la digitalisation et c'est eux qui sont aujourd'hui porteurs du projet. Voilà, donc tous ces gains-là sont bénéfiques pour une PME comme c'est la groupe. D'accord, donc à la fois d'un côté des gains directs d'efficience, de rapidité, et puis d'un autre côté, en supprimant tout ce qui est non-valeur ajoutée, il y a aussi des gains avec du coup un travail au quotidien qui a changé, comme vous l'avez mentionné. Alors, on a aussi Damien autour de la table sur Proto Electronics qui est très, très digitalisé. Les métiers de l'électronique ne doivent pas être les mêmes chez vous que chez un EMS standard, entre guillemets standard. Ouais. D'accord. Comment êtes-vous arrivé là? Ouais, donc pour rappel, le Proto Electronics, c'est un site en ligne qui permet la digitalisation de la partie amont du prototypage. On fabrique comme les protos, mais toute la partie devis et puis calcul de prix, passation de commandes se passe à travers une plateforme. Donc, du coup, ça nécessite d'avoir 3 volets. Il y a le volet front-end qui va être le site Internet. Donc, comme toute personne qui fait un site Internet, voilà, il faut pouvoir faire ce site Internet. Derrière, il y a le back-office, tout ce qui va être partie qui n'est pas visible pour traiter toutes ces datas. Et puis après, il y a la partie, quand on fait du web, il y a tout ce qui est marketing digital. C'est pas pareil que le marketing un peu traditionnel, etc. Donc, comment on en est arrivé là? Déjà, ça a été une affaire personnelle, puisque je me suis beaucoup impliqué dans ces sujets-là. C'est important, quand on veut digitaliser quelque chose, que le patron, le chef d'entreprise, prenne le temps de comprendre les enjeux, ce que c'est que le digital, et faire une analogie avec ces process de la vieille industrie qu'est l'électronique. Et puis, par rapport à ça, il faut rentrer des nouvelles ressources. C'est sûr que nous, on a dû embaucher des grosses hacking, des développeurs front-end, back-end, des Scrum Masters, des gens dont on ignorait l'existence. Et tout cela, on a dû les faire travailler avec les anciens de nos organisations. Et puis, faire merger tout ça, faire travailler tout ça ensemble, c'est tout un art, ça prend du temps, il faut piloter tout ce qui va être les blocages, les réticences, il faut que tout le monde travaille sur le même projet. Donc nous, de toute façon, on a une devise, la devise, c'est travailler moins pour gagner plus, donc on est à peu près tous d'accord. À partir de là, la digitalisation, ça permet de travailler mieux,
d'éviter d'avoir trop de stress et puis de faire en sorte qu'on partage la valeur. Donc, ça s'est plutôt bien passé. On a démarré en 2013, mais ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie à bien comprendre tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour mettre un premier pied à l'étrier? Donc, les conseils que je peux donner, c'est déjà que le dirigeant doit prendre le temps de bien comprendre toute cette faune qui est inconnue dans notre métier. La digitalisation, pour moi, je dis toujours, ce n'est pas d'aller mettre un écran dans l'usine avec un PDF. Ce n'est pas ça, c'est beaucoup le traitement des data. Comme le dit Laurence, il y a beaucoup de data à traiter au niveau des devis dans notre métier, des choses comme ça. Après, c'est de prendre le temps de débroussailler ses besoins. On a beaucoup de besoins, Nous, on est dans un métier où il y a beaucoup de métiers finalement au sein de notre industrie. Tous ces métiers doivent fonctionner ensemble. Si on fait mal un devis, si on prend du temps pour faire un devis, ça a des conséquences sur la suite, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont liées. Et ce qu'il faut, c'est bien fédérer tous les acteurs. Après, je pense qu'au niveau de la digitalisation, je préconiserais de commencer par des choses simples, montrer. Donc, des choses simples, ça peut être de la facturation ou des choses comme ça qui n'ont pas d'incidence sur les process quotidien. Par exemple, si on commence à digitaliser la partie comptabilité, voilà, on n'est pas aux pièces, il y a quelque chose qu'on peut montrer et quelque chose qui est vite visible. Donc voilà, puis après, donc, sinon, il y a, je voulais dire aussi, c'est bien comprendre la notion d'API. API, c'est un terme anglais qui veut dire Application Programming Interface. Ça permet aujourd'hui de pouvoir connecter tous les systèmes. Par exemple, nous, dans le groupe Alteryx, on se connecte, dès qu'un distributeur est disponible, dès qu'il peut le faire, on se connecte au distributeur pour avoir toute la data possible en termes de disponibilité de composants et puis également de prix. Donc, en termes puisqu'aujourd'hui, on parle de la pandémie et des problèmes de disponibilité, nous, on fait tourner des machines qui permettent en permanence de scroller et de voir il y a des stocks disponibles quelque part. Voilà. Comme ça change beaucoup, donc ça nous permet d'avoir le stock en permanence disponible chez nous. Voilà. D'accord, donc merci. Donc là, on entend beaucoup de choses, donc bien comprendre les datas, le traitement, et puis peut-être commencer par des choses simples. Vous avez parlé d'API. Maintenant, il existe, j'ai entendu parler d'EDI, de Web EDI. Il y a des choses qui ont été mises en place, notamment chez Cella. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience, notamment sur le Web EDI? Alors c'est vrai, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure de manière volontaire. Autant sur la partie EDI et sur la partie outils de consultation, les résultats ont été probants. Sur la partie web EDI, c'est beaucoup plus difficile à implanter. De notre côté, tout simplement parce qu'il y a un gain effectivement côté Cella Group, c'est-à-dire que on peut récupérer nos accusés de réception, notamment côté fournisseur via ce web EDI. Mais côté fournisseur, ils ont une double saisie, c'est-à-dire sur notre portail et du coup sur leur système, ce qui fait que quand c'est pas gagnant-gagnant, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place entre les partenaires, quoi. Les solutions fonctionnent à partir du moment où tout le monde y trouve son compte. Voilà, tout simplement. C'est là que on a le plus de résultats. C'est pour ça que l'outil WebEDI, il est très bien. A priori, il est très bien pour les petites structures, mais il y a quand même des difficultés de mise en place. Il faut que tout le monde arrive à trouver, que tout le monde arrive à trouver son compte quand on a mis en place un outil, quoi. On peut pas, c'est difficile d'imposer quelque chose. Après, tout en restant humble, Cella Group, c'est 100 personnes et puis environ 100 millions d'euros. Je ne m'appelle pas, par exemple, Airbus où effectivement, je peux éventuellement travailler avec ma supply chain et imposer un outil commun à toute ma supply chain. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit retour donc on a quand même une différence ETI-PME avec la possibilité de mettre en place des web EDI, mais qui nécessite aux fournisseurs de faire une double saisie.
Est-ce que chez Avnet, il y a des choses dans ce type-là qui ont été mises en place, ou est-ce que vous travaillez surtout avec de l'EDI? Alors, nous, je dirais qu'on est entreprise de service à l'intérieur de cet écosystème et donc on a appris depuis le temps à s'adapter aux besoins de nos clients. Et nos clients, c'est à la fois de petites entreprises et de très grandes entreprises. Donc on a un petit peu dans notre ADN cette flexibilité de s'adapter aux différents standards. Un point sur lequel je voulais revenir, c'est l'aspect fondamental de la digitalisation et de la visibilité des data à l'intérieur de la supply chain. Je dirais quand on parle de résilience, quand on parle de sécurisation des supply chains, la pierre angulaire de tous les édifices qu'on va pouvoir bâtir, ça va être la visibilité. Ça va être la bonne compréhension des données, des stocks disponibles, des lead times, des demandes et des contraintes de chacun. Donc c'est pas optionnel, c'est vraiment au cœur du problème. On peut pas parler de résilience sans parler de risk management, sans parler de digitalisation, parce que la visibilité c'est vraiment le cœur du problème. Ensuite, évidemment, suivant qu'on est une ETI, une PME ou un grand groupe, on est une place différente et on est plus ou moins du côté du manche. Et on est plus ou moins en capacité de driver, d'imposer, sinon imposer, mais au moins encourager ses choix. Et c'est vrai que nous, on a plutôt démarré la digitalisation avec l'EDI, il y a maintenant plus de 25 ans, en se connectant d'abord avec nos fabricants et nos fournisseurs, et ensuite avec nos clients qui sont venus à ça. Mais c'est des structures qui sont extrêmement rigides, extrêmement lourdes, qui nécessitent d'avoir un département informatique qui existe et qui soit compétent. Aujourd'hui, on voit les API qui envahissent un petit peu l'espace avec des choses beaucoup plus sophistiquées qui vont permettre des connexions entre partenaires avec des densités de données, des complexités de données assez différentes. Donc ça, c'est très excitant également. Mais maintenant, c'est vrai que c'est une des raisons de ce webinaire, c'est que suivant qu'on est une PME ou une ETI, on n'a pas les mêmes moyens et on n'a pas la même capacité à suivre tout ça. Donc, quand on parle de web EDI, on parle souvent d'une filière aval qui va imposer un format à ses fournisseurs. Et donc, ça peut être une difficulté et ça peut être un challenge. Et je dirais une solution qu'on essaie d'apporter, c'est de dire comment est-ce qu'on peut recommander des formats qui soient simples d'utilisation un petit peu à tout le monde, de façon à ce que tous les acteurs de la supply chain puissent participer à cette digitalisation. Oui, c'est tout le but aussi toutes les choses qu'on est en train de faire au sein du CSF, notamment sur les échanges numériques. Est-ce qu'il y a des prochaines étapes chez Cella en termes de digitalisation? Donc, vous avez parlé de 50% de flux en EDI et puis d'un outil de gestion de cotation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez mettre en place qui pourraient apporter un gain encore à la fois direct et indirect chez vous? Alors effectivement, parce que la partie IDI n'est pas encore finalisée, donc on veut vraiment poursuivre la finalisation de l'IDI. Et puis il y a aussi un autre aspect où on gère beaucoup de data, on en parle très peu. C'est tout ce qui est performance fournisseur en termes d'OTD et puis de conformité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des systèmes effectivement qui permettent de SAP d'expédier les performances aux fournisseurs. Mais ensuite, les réponses qu'on peut obtenir des fournisseurs sont diverses et variées, pas forcément sur le même support. Et donc, je pense qu'il y aurait à gagner aussi en termes de digitalisation sur ces données-là. Et je pense que ce serait un aspect qu'on aimerait travailler, en tout cas avec le responsable maîtrise performance fournisseur et puis les systèmes d'info pour aussi optimiser parce qu'il y a beaucoup d'échanges de données et on peut passer beaucoup de temps à se mettre d'accord sur les données avant d'entamer réellement les plans d'action. Voilà, c'est cet aspect-là. Et puis ensuite, pour rebondir aussi sur toutes les interventions, c'est que, et pour faire un lien avec la crise qu'on est en train de vivre actuellement et puis les différentes crises qu'on a pu vivre, en sachant qu'elles sont toutes différentes à chaque fois, on se dit à chaque fois, c'est ça n'a jamais été aussi soudain, ça n'a jamais été aussi long, ça n'a jamais été aussi exponentiel, etc. Et nous, en tant que MS, parfois, on a la sensation de subir les choses, quoi.
Et donc, plus on sera amené effectivement à communiquer de manière rapide sur les délais, sur les tendances et avoir un lien direct quand je dis un lien direct avec les fabricants ou les fondeurs, etc., et qu'on n'ait pas non plus des multiples écrans entre la fabrication du composant et puis le fait que le pièce arrive sur notre ligne de prod. Je pense qu'on gagnerait aussi en efficacité et d'être plus sur l'anticipation des risques, parce que comme a pu l'exprimer Stéphane, on sait pertinemment qu'on n'évitera pas une prochaine crise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, on ne connaît pas les causes qui feront qu'elle peut subvenir du jour au lendemain, parce que voilà, c'est le monde, c'est l'environnement qui est de plus en plus rapide. Et donc, il faut qu'on gagne du temps sur tout ce qui est gestion de données pour effectivement ne pas être dans une situation de subir les événements et d'être plutôt à anticiper et à être prêt quand l'événement arrive, quoi. Voilà. C'est ce que j'aurais pu dire sur la fin. Voilà, c'est d'être plus effectivement sur la partie anticipation que d'être dans la situation de crise qu'on peut vivre actuellement. Voilà. Merci. Est-ce que Stéphane, vous avez quelque chose à ajouter sur cette situation et la force, le poids qu'il faut mettre sur la digitalisation? Ouais, moi, je dirais que le risque, c'est de ne rien faire, quoi. C'est-à-dire qu'en ce moment, et on voit bien qu'il y a, moi, je vois au moins deux grosses transformations là, en cours dans le monde. Hein. C'est le zéro net carbone, hein, donc tout ce qui est lié au CO2, et la digitalisation. Donc, c'est des tendances du monde. Et le risque, si on n'y va pas, c'est d'être sorti du business, quoi, hein. Donc, et puis, sans reprendre tout ce qui a été évoqué pendant cette session, c'est une tendance qui amène, qui apporte, qui permet d'optimiser, de faciliter la vie, de construire des choses qui n'existent pas. Par contre, voilà, ça reste à bâtir, ça reste à faire. Hein, et ça reste à faire avec tous les partenaires. Hein. Tout à l'heure, je parlais de end-to-end. C'est en effet, c'est du client jusqu'au fournisseur de composants qui est basé à l'autre bout du monde. Donc, mais c'est comme il y a un siècle, je veux dire, hein, lorsque les machines sont arrivées et que les usines ont commencé à émerger partout, eh ben, on a mis en place cette culture du zéro accident. Hein, le zéro accident, c'est de la culture, ce sont des compétences, ce sont des formations, des gens, et ben là, comment dire, le digital, c'est pareil. Hein, il faut des gens, je crois que c'est Damien qui évoquait les recrutements qui ont été faits. Ben, évidemment, ça ne se passe pas tout seul. Il faut recruter des gens, les former, mettre en place des systèmes, les sécuriser. Et puis ça, c'est… mais il faut y aller. Enfin, voilà. Je pense que si on n'y va pas, et si on n'y va pas ensemble, parce que c'est tout un écosystème qu'il faut bâtir et sécuriser, à mon avis, comment dire, c'est un avantage compétitif, concurrentiel qui est pas capté. Voilà. On a une première question sur les risques cyber. Comment abordez-vous la question des risques cyber dans vos démarches? C'est pour moi? Pour vous ou alors ou quelqu'un d'autre? Est-ce que Damien, sinon, voulait intervenir là-dessus? Bon, après, Damien, ce que je peux dire, c'est que en lien avec mon propos là, juste précédent, c'est que bah, évidemment, il faut s'armer, s'équiper, amener des compétences internes ou externes, et de façon à développer des process, des systèmes qui assurent le zéro incident, le zéro attaque. Hein, donc, parce qu'il faut protéger nos données, il faut protéger nos process, il faut protéger nos clients. Et ça, c'est pareil, hein, ça se fait avec les gens. Et il faut apprendre, mais il ne faut surtout pas, pour le coup, le laisser de côté. C'est un élément capital dans l'enjeu et dans le travail qu'il y a à faire. Ouais. Le risque cyber, le risque serveur aussi, hein, quand on a vu ce qui arrive à OVH à Strasbourg, pas loin de chez nous, bah nous, on hébergeait nos données là-bas. Hein, heureusement qu'on avait copié un peu partout.
Il y a quelque chose qui existe et qui va être au centre aussi des prochaines discussions entre acheteurs et nous, les sous-traitants. Ça va être l'ISO 27001. Donc l'ISO 27001, on ne le connaît pas trop puisqu'on est aujourd'hui dans un métier un peu traditionnel. L'ISO 27001, c'est toute cette partie protection des data. Vous pouvez regarder sur Internet. Ça traite tous ces sujets-là. Donc nous, on n'est pas ISO 27001, mais on travaille au travers de cette norme-là pour sécuriser toutes nos datas, que ce soit du front, du back, les données de nos clients, tout ce qu'on traite, parce qu'on en traite de plus en plus. Donc, on a toute une architecture, on sait où sont placées nos données, nos backups, tout ça. Est-ce que c'est en dur? Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est en cloud? Toutes ces questions-là, il faut se les poser. C'est pareil, ça fait partie de nos métiers principaux au départ. Hein. On fait marcher des machines avec des gens. Il faut soit prendre des gens compétents sur ce domaine-là, soit le faire soi-même si on a un DSI qui tient la route. Et c'est toujours mieux de bien comprendre un petit peu où est-ce qu'on a mis nos datas. Ça peut être un gros problème, même un arrêt total de la société. Si Proto aujourd'hui n'a plus ses datas sur back-office et son site qui ne marche pas, on ne fait pas plus de business, hein, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur ce risque cyber? Je crois que le risque cyber doit être au cœur des préoccupations de toutes les entreprises ou alors elles vont rater quelque chose. Et en particulier, quand on commence à vouloir échanger beaucoup de données avec ses partenaires, je pense que ça doit faire partie de la validation et de la discussion qu'on a avec ses partenaires quand on s'intéresse pas uniquement au niveau de qualité de la fabrication de ses partenaires, mais on doit également s'intéresser à la résilience de ces infrastructures informatiques, où sont stockées les données que vous transmettez et qu'est-ce qu'il en fait, etc. Donc, je pense que c'est effectivement un domaine qui est maintenant devenu clé. On a de plus en plus, nous, de sollicitations de nos clients pour nous demander un petit peu où on en est dans ce domaine-là. Et je pense que tous les acteurs de la supply chain vont avoir des sollicitations à peu près similaires. Il ne se passe pas une journée sans qu'on entende parler d'un client ou d'un fournisseur qui a subi une attaque plus ou moins sérieuse, qui a mis ses serveurs en panne pour un jour, quelques jours, une semaine, et les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, c'est effectivement au cœur des préoccupations. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent? Là, je vois un commentaire, là, Stéphane, hein, donc, sur le risque cyber. C'est vrai qu'il y a des… parce que évidemment, derrière, il y a une notion de compétence, mais il y a des cabinets d'audit qui sont à même d'aider à auditer des partenaires, auditer des flux, des systèmes pour faire des recommandations sur la protection des systèmes et des données, quoi. C'est une façon d'apprendre en marchant aussi, hein, de commencer à travailler avec ces experts. Pour me permettre, ce genre de sujet-là, il faut vérifier à deux fois, c'est comme les avocats. Mais avoir deux idées, deux versions, que de se dire, on a notre petit gars là qui fait notre dé, et puis on va le laisser faire parce que c'est un sujet très complexe. Nous, on l'a vraiment tourné dans tous les sens, avec plusieurs personnes, plusieurs avis. À la fin, j'ai tranché pour me dire, c'est celui-là qu'on va faire. Parce qu'il y a plein de façons de se protéger. Et puis après, il faut faire son vrai choix. Et le choix de risque, qu'est-ce qu'on prend comme risque et où est-ce qu'on va mettre nos data, quoi. C'est important. Merci. Je vais ça noter si vous avez encore des questions. Donc, dans les prochains webinaires organisés par WeNetwork et poussés encore une fois par le CSF, où on descend petit à petit vers la technique, on aura l'opportunité d'aborder des sujets sur le DI, l'API, et peut-être, pourquoi pas aussi un peu plus en détail la cybersécurité. Moi, si je peux rajouter un petit mot, Jean-François, sur le sujet, d'abord, je suis ravi de voir qu'on a gagné des participants au fur et à mesure de la discussion. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas perdu, au contraire, et que le sujet intéresse beaucoup de monde. Pour avoir passé pas mal de temps dans cette industrie,
c'est une des premières fois qu'on engage un dialogue entre les différentes parties de cette industrie sur les domaines aussi complexes et aussi stratégiques. Donc, je trouve ça extrêmement encourageant d'avoir des distributeurs, des sous-traitants, des donneurs d'ordre, des entreprises de services dans cette industrie qui engage le dialogue et qui collabore. Donc, j'espère qu'on a donné envie à nos participants de s'impliquer dans ce travail. Donc, encore une fois, on est à la recherche de volontaires pour participer à nos travaux, participer à la constitution de nos webinaires, pour partager l'expérience et pour en faire profiter aux autres. C'est vraiment dans cet esprit-là que le CSF a été bâti et c'est dans cet esprit-là que les groupes de travail fonctionnent. Donc voilà, encore une fois, merci de votre participation. À toi, Jean-François. Merci à tous. Donc, merci Catherine, Stéphane, Damien, merci Pascal pour votre participation active à ce webinaire. On aura l'occasion de se reparler donc prochainement sur d'autres webinaires. Un petit mot, il y a un webinaire organisé par le SPDEI qui pourrait vous intéresser aussi sur les enjeux de la distribution électronique, voilà, qui sera notamment animé par Pascal. Voilà, donc le webinaire touche à sa fin. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à vous tous, bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir.